Donc, Esprit est, depuis l'origine, une revue d'idées et de culture. Je dis d'idées et de culture parce qu'effectivement, la philosophie a occupé une place tout à fait centrale et particulière dans l'histoire d'Esprit. Les philosophes étaient nombreux, parmi les fondateurs, parmi les contributeurs. Mais c'est une revue généraliste qui, voilà, depuis ses origines, essaye de penser le monde contemporain, de penser le contemporain, les événements contemporains à travers les idées et la culture. Donc, c'est une revue mensuelle qui sort tous les mois, enfin qui sort en fait 10 numéros par an, puisque nous avons 2 numéros doubles, un en été en juillet-août et un en hiver en janvier-février. Et c'est le numéro de l'hiver 2021, janvier-février 2021, que nous avions choisi de consacrer à cette question des femmes que nous avons appelée femmes en mouvement. Alors, ce numéro, vous pouvez encore tout à fait le commander chez votre libraire ou le commander directement sur le site internet de la revue s'il vous intéresse. Alors, peut-être, avant d'entamer ce dialogue avec Fabienne, vous dire en 2 mots pourquoi Esprit a voulu consacrer un numéro à la question des femmes aujourd'hui. Alors, c'est une question qui n'était pas absente du tout des pages de la revue. Il y a même très tôt dans l'histoire de la revue, je crois en 1934 ou 1935, un article d'Emmanuel Mounier qui s'appelle « La femme aussi est une personne ». Donc, voilà, les réflexions personnalistes des origines de la revue voilà, ont posé déjà la question des femmes, de la place des femmes dans nos sociétés. On a eu envie, on a eu besoin d'y revenir en particulier cet hiver, après avoir pris un peu le temps après un certain nombre d'événements marquants, au premier rang desquels le mouvement MeToo, pour penser cette place de la question des femmes dans nos sociétés et de la question que les mouvements de femmes nous posent à nos sociétés plus largement. L'intuition qu'on avait, qui est un peu plus qu'une intuition, qui est un constat partagé, je crois, c'était que les mouvements de femmes sont vraiment une des dimensions tectoniques majeures des sociétés contemporaines, et ça un peu partout dans le monde. Alors, quand on pense mouvement de femmes, on pense évidemment aujourd'hui à la question des violences sexuelles, et dont le mouvement MeToo a représenté une sorte de point d'orgue. Et il est très évident que c'est une dimension majeure et centrale de la façon dont les mouvements de femmes travaillent les sociétés contemporaines. Mais ce n'est pas le seul. Ça c'est un premier point. Et par ailleurs, la manière dont les mouvements de femmes aujourd'hui posent la question des violences sexuelles peut tout à fait hybrider cette question à d'autres. Alors déjà, on pense à MeToo, mais avant MeToo, il s'est passé d'autres choses importantes. En 2015, une série de manifestations très impressionnantes secoue l'Inde. Vous vous en souvenez sans doute, suite à un viol collectif qui avait coûté la vie à une jeune femme. Mais au-delà de cette question de la violence sexuelle, les femmes sont présentes aujourd'hui dans de très nombreux mouvements sociaux de par le monde et des mouvements très différents. Alors, on pense au Irak, en Algérie, où les femmes étaient très souvent en tête de cortège et où elles ont vraiment lié les préoccupations dites féministes à des préoccupations plus larges d'accès aux droits politiques et de lutte contre l'autoritarisme, et en l'espèce la présidence de Bouteflika. On a vu aussi à la fin de l'année 2020 une très forte présence des femmes dans les mouvements en Biélorussie, les mouvements qui ont contesté dès le mois de décembre les résultats de l'élection présidentielle qui ont reconduit Alexandre Loukachenko au pouvoir. Non seulement les femmes étaient très présentes, mais elles y étaient d'une manière un peu singulière, c'est-à-dire qu'au moment où il est devenu très manifeste que la police arrêtait et vraisemblablement torturait les hommes en prison, les femmes sont sorties dans la rue, vêtues de blanc, portant des fleurs, pour protéger les hommes de leur famille, leurs maris, leurs frères, leurs fils, en pensant que, à juste titre, en tout cas dans un premier temps, la police n'oserait pas s'attaquer à elles. Donc là, on voit bien comment il y a eu une participation politique féminine qui fonctionnait vraiment main dans la main avec les revendications
plus large d'une population pour la démocratie, l'état de droit et contre l'autoritarisme. Mais cette présence forte des femmes dans les mouvements sociaux, on la constate aussi, par exemple, elle a été très soulignée dans le mouvement des Gilets jaunes. Les femmes étaient nombreuses parmi les Gilets jaunes et souvent voilà, parmi les porte-paroles qui ont été remarquées au début du mouvement, les femmes étaient nombreuses. Elles étaient nombreuses également en France dans les manifestations contre la dernière réforme des retraites. Tout ça pour vous dire que cette pluralité et cette diversité de mouvements de par le monde nous semble dire quelque chose de la place des femmes aujourd'hui dans la cité, d'une présence et d'une prise de parole accrue qui consacre ce qu'on a choisi d'appeler le sujet politique féminin. Et c'est cela qu'on a voulu explorer, c'est de cela dont on a voulu essayer de tracer les contours, et c'est de cela qu'on va dialoguer avec Fabienne Brugère. Alors Fabienne Brugère, Johan vous l'a dit, est philosophe, elle est membre de notre comité rédaction. Elle a participé à ce numéro, et avec elle, on va vous proposer de dialoguer un peu autour de 3 grandes questions qui structurent vraiment, qui ont structuré notre réflexion autour de ce numéro. La première, ce sont les combats féminins aujourd'hui dans le monde. Et comme j'ai cherché à le souligner, ce qui intéresse, c'est vraiment leur pluralité, leur diversité. Où en sommes-nous de ce point de vue-là, et quel est le paysage un peu des mobilisations des femmes aujourd'hui? Le second temps de réflexion qu'on aimerait vous proposer, c'est de poser plus précisément la question du corps, la place du corps féminin dans les mobilisations aujourd'hui. Alors, le corps des femmes est un sujet politique, on ne le découvre pas. Ça faisait partie des grands slogans des mouvements féministes dans les années 70. Mais il semble que la question se pose avec une acuité peut-être un peu nouvelle, ou se déplace par moment. Et puis, certaines questions continuent de se poser, on le verra. Et donc, ça structurera une partie de nos échanges. Et puis, on aimerait vous proposer un troisième temps de réflexion autour de l'idée de domination masculine. Donc, la domination masculine, elle est au cœur de la manière dont on pense traditionnellement et de longue date la question des femmes. C'est parce qu'il y a domination qu'il y a question des femmes. Aujourd'hui, on sait qu'un certain nombre de mouvements féministes posent avec une radicalité nouvelle la question de la place des hommes. Et les hommes dans tout ça, a-t-on envie de dire. Et donc on évoquera cette question avec Fabienne. Et puis peut-être, pour terminer, une réflexion sur le regard féminin. On sait qu'une partie importante de ce qui se joue dans nos représentations se joue dans la manière dont la condition féminine est incarnée dans l'art, dans la littérature, dans les séries, à la télévision. Et peut-être qu'un certain nombre de choses changent à ce niveau-là aujourd'hui. Et on évoquera cela avec Fabienne pour finir. Donc voilà, je vous propose de démarrer, et Fabienne, de vous poser cette question-là de façon un petit peu ouverte. On s'est posé la question dans le cadre de ce numéro de la diversité des mouvements de femmes aujourd'hui, entre des combats, on va dire, à la fois anciens et historiques, tels que les combats pour l'égalité politique ou pour les droits économiques, encore que ces combats vraisemblablement se renouvellent. Et puis peut-être d'autres questions qui sont apparues. Et enfin, la manière dont les questions se posent ou ne se posent pas de la même façon dans le monde. Il n'y a évidemment pas une condition féminine, mais des conditions féminines. Et donc des luttes qui sont forcément différentes. Fabienne, je vous passe la parole. Merci Anne pour cette présentation. Avant de me lancer dans la réponse à la question, je voudrais dire que j'étais déjà venue, mais là en vrai, en quelque sorte, à l'abbaye de Saint-Jacques pour le livre coécrit avec Guillaume Leblanc sur la fin de l'hospitalité. Et j'en ai un très beau souvenir. Ce lieu est absolument merveilleux, mais c'est aussi merveilleux de se retrouver comme ça par visio
et d'avoir en fait aussi des personnes qui sont dans d'autres aires géographiques. Sur cette question du mouvement des femmes aujourd'hui et sa diversité, je crois qu'il faudrait commencer par rappeler que par rapport aux années 1990 ou 2000, il existe aujourd'hui un regain de mobilisation des femmes. Ça, c'est incontestable. C'est sans doute aussi pour cela que la revue a fait un numéro sur Femmes en mouvement. Et plus précisément, il y a surtout une plus grande visibilité des mouvements de femmes, où on pourrait dire une possibilité d'écoute plus grande, qui passe bien évidemment par les relais de notre époque, c'est-à-dire les réseaux sociaux, qui ont un rôle prédominant dans la diffusion des mouvements de femmes, peut-être aussi par quelque chose d'assez étonnant, on pourrait dire comme des performances de femmes planétarisées, hein, que ce soit le chant, par exemple, de l'Asthésis au Chili, ou que ce soit les corps des Femmes, ou que ce soit les Pussy Riots en Russie, ou que ce soit les foulards verts des grandes marches des femmes en Argentine, on peut avoir maintenant également beaucoup d'images, justement, de ces mouvements de femmes. Et puis, bien évidemment, il faut souligner la vague MeToo et tout ce qu'elle a rendu possible partout dans le monde, jusqu'en France, en Grèce, au Danemark. Alors peut-être, en ce qui concerne MeToo, davantage dans ce que l'on nomme traditionnellement le monde occidental. Et puis, il faut rappeler, comme l'a fait Anne, ce qu'il s'est aussi passé en Algérie, dans les grandes manifestations pour plus de démocratie, avec une présence importante des femmes. Il faudrait aussi, bien sûr, mentionner, et il y a là-dessus des entretiens extrêmement intéressants dans le numéro. Il faudrait aussi mentionner, bien sûr, la Syrie, le Soudan spécifiquement, et donc dire que partout se mettent en œuvre des organisations ou des mouvements collectifs qui sont d'ailleurs souvent internationalisés. Je prends un exemple, c'est celui de ce qu'on a appelé depuis plusieurs années la grève internationale des femmes. La grève internationale des femmes, elle s'est jouée par exemple en Argentine, elle s'est prolongée dans un pays comme l'Italie. Il y a eu aussi une grande grève internationale des femmes en Suisse, et on pourrait citer de nombreux pays. Et puis, j'ajouterais que dans les pays du Maghreb, il y a aussi de grandes discussions, vous le savez aujourd'hui, sur l'héritage et sur les parts d'héritage qui, dans une famille, sont différentes pour les garçons et pour les filles. La Tunisie a failli faire passer un texte de loi qui rendait égales les parts d'héritage pour les filles et pour les fils. Enfin, il y a là-dessus de grandes discussions et de grandes revendications là-dessus. Et puis, j'ajouterais aussi le retour d'un terme, le retour du terme de féminisme. Pendant longtemps, le terme de féminisme a été considéré comme un gros mot. On voit bien que ce terme-là revient de manière beaucoup plus positive, en particulier chez les jeunes. C'est bien le signe aussi que les femmes sont en mouvement. Et là, j'ai là-dessus vraiment un exemple et un moment qui m'a vraiment étonnée. C'était il y a quelques jours, sur France Inter, Sandrine Rousseau, qui est candidate à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle de 2022 en France, a dit dans la tranche matinale qu'elle était écoféministe. Écoféministe, c'est un terme qu'on n'entendait pas du tout. Et c'est quand même étonnant
que ce terme-là surgisse et qu'il puisse surgir comme ça sur une radio de grande écoute comme France Inter. Donc, je crois qu'effectivement, il y a là ce que tu as dit, Anne, c'est-à-dire une dimension tectonique majeure aujourd'hui qui tient au mouvement des femmes. Ce mouvement des femmes pour lequel je disais que MeToo avait vraiment inauguré une vague, on pourrait donc bien évidemment l'associer à la question des violences faites aux femmes, à la question aussi de la visibilisation des victimes. Et on voit bien comment en France, par exemple, on passe de MeToo à MeToo inceste avec tout ce qui s'est joué autour du livre, par exemple, de Camille Kouchner. Et puis, on pourrait aussi évoquer d'autres réseaux sociaux qui mettent en œuvre cette possibilité d'une visibilisation des victimes et qui font que l'on passe parfois du concept de violence faite aux femmes à d'autres types précisément de violences. Donc, il y a bien une visibilisation des victimes, il y a bien quelque part ce qu'on a appelé avec MeToo un retournement de la honte. Il est évident que le concept des femmes s'est politiquement constitué et qu'il s'est politiquement constitué ces dernières années largement autour de la question des violences sexuelles, mais aussi autour de la question des activités domestiques et de la possible rémunération justement de ces activités domestiques, qu'il s'est donc aussi intéressé à la question du soin et précisément au fait que beaucoup de soignants sont en fait des soignantes et qu'il y a là précisément à la fois des activités domestiques qui ne sont pas rémunérées ou des professions souvent féminines qui sont peu reconnues, qui sont mal rémunérées, et on sait combien cette question a pris une importance considérable depuis que nous vivons cette pandémie. J'ajouterais que, avant de davantage montrer la diversité des mouvements de femmes, j'ajouterais qu'il faudrait, qu'on pourrait en tout cas, à travers ce qui s'est passé dans l'histoire depuis le 19e siècle, en tout cas, on pourrait dire qu'il y a globalement 4 vagues dans les mouvements de femmes. Il y a une première vague qui, bien sûr, a été celle des droits politiques, droits politiques qui ont été obtenus très tard en France, en 1944, mais beaucoup plus tôt dans d'autres pays, qu'on lie souvent aux féministes suffragettes. Il y a eu aussi la deuxième vague très constituée autour des années 60 et 70, dont on pourrait dire qu'elle est davantage celle de la nécessaire considération des droits sociaux et qui a porté sur des sujets aussi différents que les violences sexuelles, que la contraception ou l'avortement ou que le travail domestique. Et puis, il y a eu un troisième mouvement, enfin une troisième vague, je dirais, des mouvements de femmes. On pourrait parler d'un féminisme culturel ou de mouvements de femmes liés aux questions de culture, avec l'idée d'introduire, par exemple, la question de l'origine ethnique, l'idée aussi d'introduire la question de la religion. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à concevoir, par exemple, un féminisme catholique, un féminisme musulman. Et puis, je crois qu'on est maintenant dans une quatrième vague des mouvements de femmes qui considèrent de manière très focalisée à la fois donc la question des violences sexuelles et puis la question du travail domestique. Et je crois qu'on a vraiment actuellement des mouvements de femmes qui, en tout cas, je vais venir après à d'autres panoramas dans le monde, mais qui, en tout cas, pour un certain nombre de pays, sont particulièrement des questions constitutives. Donc, je dirais qu'aujourd'hui,
il y a à la fois une internationalisation des mouvements de femmes, largement favorisée par les réseaux sociaux et puis par notre univers médiatique. Il y a également, en même temps, c'est assez étonnant, une localisation des mouvements de femmes. Je m'explique là-dessus, qui d'ailleurs va avec la question de la diversité des mouvements de femmes. Par exemple, si on prend un sous-continent comme l'Amérique du Sud, où il y a actuellement énormément de choses du point de vue des mouvements de femmes, on se rend compte que d'un côté, il y a la perspective des grèves internationales des femmes, auxquelles, par exemple, l'Argentine a beaucoup participé, mais il y a en même temps, avec les populations indigènes d'Amérique du Sud, eh bien, il y a, si vous préférez, des questionnements propres à toutes ces populations, à tous ces peuples sur les droits des femmes, mais qui sont connectés à la spécificité, pourrait-on dire, de leur environnement, c'est-à-dire à leur attachement à leur terre, à leur attachement aussi à des modes de vie, à leur attachement à des manières, je dirais, on pourrait dire moins occidentales précisément d'habiter le monde. Et donc, dans ces cas-là, se créent des mouvements de femmes qui tiennent à la fois la question des droits des femmes, la question des pratiques d'émancipation des femmes, et puis la question de la terre. Et en fait, ces mouvements de femmes font souvent tenir ensemble les questions des droits des femmes et les questions de la protection de la terre ou d'un environnement par une critique du capitalisme selon l'idée que de la même manière qu'il y a eu une exploitation des femmes, eh bien, il y a eu une exploitation des ressources naturelles, de la terre, il y a eu une colonisation d'un certain nombre de modes de vie, etc., etc. Donc ça, c'est en même temps des mouvements de femmes qui repartent d'un environnement précis, qui repartent de modes de vie et qui repartent souvent de relations qui sont posées justement non seulement entre les femmes et la terre, mais aussi entre les femmes et les hommes. Parce que ces sociétés, comme les nôtres d'ailleurs aussi, sont souvent des sociétés très habitées par la domination masculine. Et donc, forcément, se pose la question de savoir comment on va pouvoir s'émanciper, comment on va pouvoir défendre ensemble, entre hommes et femmes, un environnement, une terre, des traditions auxquelles on tient, alors que malgré tout, à l'intérieur de ces traditions, il y a parfois des éléments extrêmement masculinistes ou, si vous préférez, patriarcaux. Et puis, bien évidemment, ce qui pose aussi la diversité des féminismes, c'est aussi un certain nombre de mouvements qui se sont posés à partir, en particulier aux États-Unis, des droits civiques des Noirs américains et la possibilité de ce qu'on a appelé un black feminism et donc de l'idée que précisément les mouvements de femmes étaient aussi ancrés ou en tout cas entrés en correspondance avec d'autres formes de discrimination qui pouvaient porter sur la couleur de peau et que pouvaient donc se jouer justement des unions très fortes entre des femmes noires et des hommes noirs sur la question, par exemple, de l'oppression par, on pourrait dire, les Blancs pour faire vite. Mais ce sur quoi j'aimerais insister en guise d'introduction, en tout cas, c'est ma perception actuelle sur ces mouvements de femmes, c'est que ce qui est en crise aujourd'hui, me semble-t-il, dans les mouvements de femmes, c'est le niveau national. C'est le niveau national. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, il y a une crise
du réformisme en matière de relations entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que pendant un certain nombre d'années, l'État, dans un certain nombre de pays, a essayé de faire passer un certain nombre de mesures pour promouvoir une certaine égalité des hommes et des femmes. On peut citer en France, par exemple, la parité, la loi sur la parité, mais on pourrait citer bien d'autres choses. On pourrait citer la loi qui essaie d'établir l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Petit à petit, ce dont on s'est rendu compte dans un certain nombre de pays, c'est que précisément le réformisme ne suffisait pas à émanciper précisément les femmes et qu'il y avait donc une nécessité, plus que jamais, de mouvements de femmes qui sont précisément là pour rappeler une volonté de transformation de la société. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est aussi qu'entre-temps, un certain nombre de pays sont devenus des pays ouvertement sexistes. On peut citer à ce titre des pays non démocratiques comme la Turquie, d'Erdogan, mais on peut très bien citer aussi les années Trump aux États-Unis, avec de la part d'un président de ce pays un sexisme totalement affiché. Et puis on peut citer aussi un pays comme le Brésil de Bolsonaro. On pourrait aussi citer la Hongrie. On pourrait également citer la Pologne, où dernièrement l'avortement vient d'être totalement interdit dans un pays qui pendant longtemps avait rendu possible malgré tout l'avortement. Donc, il me semble qu'il y a une crise de l'État dans sa capacité à promouvoir une égalité des femmes et des hommes, et que forcément, face à cette crise de l'État, eh bien, les mouvements de femmes se font entendre, et ces mouvements ont sans doute plus la possibilité de se faire entendre qu'il y a 15 ou 20 ans, parce que nous avons les réseaux sociaux, parce que nous sommes sur la route d'une transition numérique qui peut précisément permettre, sous certaines conditions, de porter les voix des femmes. Je terminerai sur cette question des mouvements de femmes par un dernier point, qui est celui aussi, enfin en tout cas c'est ainsi que c'est perçu, d'une certaine radicalisation des mouvements de femmes, qui va bien évidemment avec la perte, je dirais, de crédibilité des États pour agir en faveur des femmes. Cette radicalisation, elle prend des formes diverses. Elle prend bien sûr des formes politiques. Alors, c'est par exemple, et ça, vous en avez un très bon, vous avez là-dessus un très bon entretien dans Esprit là-dessus. C'est par exemple la présence très, très forte et très étonnante des femmes dans les révoltes populaires en Syrie et au Soudan. Et on voit bien dans ces cas-là comment les femmes deviennent elles aussi, on pourrait dire, des guerrières. Et dans l'entretien en particulier concernant le Soudan, en fait, on voit bien combien il y a un vrai respect des révolutionnaires à l'égard des femmes qui deviennent elles-mêmes des révolutionnaires. Et puis, cette radicalisation, on sait les figures qu'elle prend aussi en France, parce qu'on en arrive à s'émouvoir que des femmes en arrivent à dire qu'elles n'aiment pas les hommes, et donc on se dit, oh là là, il y a là une forme de radicalisation. Ce qu'on oublie souvent de dire dans ces cas-là, c'est qu'il y a aussi des hommes qui disent ou qui montrent qu'ils n'aiment pas les femmes. Donc finalement, ça fonctionne dans les deux sens. Mais il y a bien évidemment, je crois, une radicalisation, et une radicalisation aussi contre les ordres autoritaires quand ils posent des positions toutes faites des hommes et des femmes
avec, pour faire vite, un masculin fort et un masculin faible. Donc voilà ce que je dirais sur le premier point et sur le fait qu'il ne faut donc pas oublier que la question des mouvements de femmes aujourd'hui, et je crois que c'est bien montré dans le numéro d'Esprit, et pas seulement la question de l'Occident, c'est vraiment la question d'un grand nombre de peuples dans le monde entier. Et ça, je crois que c'est vraiment important de l'affirmer aujourd'hui, avec bien évidemment des formes de revendication très, très différentes. Dans l'entretien qui porte sur le Soudan, il est rappelé que, par exemple, effectivement, la question d'un droit à l'avortement au Soudan, ce n'est pas une question aujourd'hui pertinente pour les femmes soudanaises, parce que les femmes soudanaises sont actuellement dans des sociétés qui sont trop conservatrices pour qu'on puisse directement y revendiquer la possibilité d'un avortement libre et gratuit. Il y a en revanche d'autres questions qui ont beaucoup plus de pertinence actuellement, comme d'ailleurs dans de nombreux pays d'Afrique. On peut rappeler par exemple la pertinence de la question aussi de l'excision et du travail à faire et de la mobilisation d'un bon nombre de femmes africaines dans certains pays sur cette question de l'excision. Donc il y a bien évidemment à la fois une internationalisation des mouvements de femmes et puis ensuite la nécessité de prendre en compte, je dirais, les situations à la fois culturelles, politiques, et ça me semble vraiment fondamental aujourd'hui. Beaucoup de nous avoir donné ces éléments et surtout ce panorama. C'était effectivement quelque chose qui nous tenait à cœur de montrer à la fois cette dimension mondiale du phénomène et le fait que tout ça se tricote localement dans des sociétés très différentes qui posent les problèmes politiques de façon différente. Et c'est vraiment une caractéristique de cette question des femmes aujourd'hui, sachant que question et femmes se posent évidemment au pluriel. Alors peut-être on peut dire un mot d'un point en particulier qui nous a tenu à cœur dans le dossier. Qui sont les mouvements des mères pour la paix. Peut-être en dire deux mots parce que c'est vraiment tout à fait intéressant. Donc, c'est un article est consacré par l'anthropologue Véronique Naum-Grapp à cette question dans le dossier. Il y a un type de mouvement de femmes très particulier dont les mobilisations sont exceptionnellement longues et durables. Ce sont les mouvements de mères qui se constituent partout où des hommes, le plus souvent leur fils ou leur mari, sont victimes de la violence d'État. Donc, en ex-Yougoslavie, en Russie, en Amérique du Sud, évidemment. Et ces mouvements ont été très peu pensés par les théories féministes. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est une hypothèse. Parce que finalement, c'est la question du lien de maternité qui est posée à travers ces mouvements. Ce sont des femmes qui peuvent gratter le désert pendant des décennies pour y retrouver le tibia d'un homme, d'un fils ou d'un frère. Et tout ça a été relativement peu pensé par le féminisme, alors même que ça témoigne d'une puissance politique forte de la maternité. Donc ça, peut-être Fabienne, tu peux en dire deux mots ? Oui, je crois que là-dessus, il y a aussi des choses nouvelles dans les analyses, parce que longtemps, en tout cas, je dirais dans les années 60, 70, 80, et particulièrement dans un pays comme la France, il était impossible d'associer la question des mouvements de femmes et la question de la maternité ou la question justement des activités maternelles. Je crois que là-dessus, il y a aussi un grand changement. Pourquoi ? Parce que déjà, du point de vue de l'histoire, il y a eu effectivement toutes ces mères de la place de Mai en Argentine au moment de la dictature
qui sont vraiment venus là avec énormément de courage pour justement en appeler à la libération des maris ou des fils, surtout des fils disparus. Et puis, j'ajouterais aussi là-dessus que depuis quelques années, il y a toute cette préoccupation précisément sur les activités domestiques, toute la question de savoir si c'est un travail ou non. Donc ça a remis aussi sur le devant de la scène dans les mouvements de femmes la question, pourrait-on dire, d'un prendre soin d'un environnement, de son foyer, la question aussi d'un prendre soin des autres, de telle sorte que les mouvements de femmes, pourrait-on dire, se sont pluralisés. Parce que je me permets de rappeler, mais vous le savez peut-être tout autant que moi, que au moment où Simone de Beauvoir écrit Le deuxième sexe en 1949, qui est pourtant un grand texte que j'aime par ailleurs beaucoup, l'un des reproches que l'on peut faire à ce texte, mais c'est un texte de 49, c'est précisément le fait que la maternité est présentée comme étant incompatible avec l'émancipation des femmes. Et c'est quelque chose, cette idée de Simone de Beauvoir, qui va être souvent repris dans les mouvements féministes des années 60 et 70. Et il faut savoir d'ailleurs là-dessus en France que du point de vue des féministes, pendant longtemps, il y a eu un véritable rejet de tous les féminismes qui tentaient d'appréhender la question de la maternité, la question des mères, la question de la famille, puisque c'était considéré comme finalement des domaines qui ne pouvaient pas se prêter à l'émancipation des femmes. Le problème étant que dans le monde, eh bien, de nombreuses femmes sont des mères et que si on réduit la question de l'émancipation des femmes à la possibilité pour les femmes de ne pas être mères, eh bien à ce moment-là, il y a des tas de femmes qui ne pourront jamais s'émanciper. Donc c'est quand même assez problématique. C'est un féminisme d'un certain point de vue extrêmement élitiste. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se développe aussi dans le monde, et précisément dans tous ces féminismes qui sont aussi des féministes, j'en parlais tout à l'heure, liés à des populations spécifiques, souvent des minorités dans telle ou telle région du monde. Donc, ce qui se joue aujourd'hui dans le féminisme et dans les mouvements de femmes, c'est l'ordinaire. C'est la question de comment je fais dans mon quotidien pour pouvoir être l'égale des hommes, comment je fais dans mon quotidien pour être la plus libre possible. Et mon quotidien, bien évidemment, c'est aussi éventuellement, pas toujours, mais ça peut aussi être avoir une famille, avoir des enfants, avoir des grands-parents, avoir des petits-enfants, etc., etc. Et donc, je pense que là-dessus, il y a vraiment d'énormes nouveautés qui, pour moi, enfin de mon point de vue, croisent les questions sur lesquelles j'ai travaillé autour justement du prendre soin et de ce qu'on appelle en anglais les care ethics. Et effectivement, par exemple, quand les Suisses, en 2019, ont fait leur grève internationale des femmes, et cette question des activités domestiques, cette question précisément aussi, on pourrait dire, de l'organisation de la parentalité, elle était vraiment au cœur de l'organisation de cette grève. Alors justement, ça fait tout à fait le lien avec le deuxième moment de discussion qu'on souhaitait avoir, à savoir la question du corps. Tu as évoqué le lien entre le sujet de la maternité qui est repensé aujourd'hui dans le cadre des féminismes contemporains,
plus largement, il semble que la question du corps soit tout à fait au centre des mouvements aujourd'hui et des nouvelles revendications. Alors, il n'y a pas là une nouveauté folle, hein, parce que le corps, tu l'as dit en évoquant la deuxième vague des années 60-70 avec la question des droits contraceptifs et de l'accès à l'avortement, c'était bien la question d'une maîtrise du corps, maîtrise de la fécondité qui était au centre du mouvement féministe. Mais il est frappant de remarquer que chez beaucoup de jeunes féministes aujourd'hui, la question du corps est reposée à nouveau frais et de façon un petit peu différente. Alors, on pense par exemple au débat qu'il y a eu sur, vous vous en rappelez sans doute tous, sur la TVA sur les protections hygiéniques. Pourquoi il était anormal que cette TVA-là ne soit pas la TVA qu'on applique aux produits dits de première nécessité. On a vu aussi beaucoup de jeunes femmes revendiquer la possibilité de parler plus ouvertement de la question des règles. La présence des règles, qu'on arrête dans les publicités encore pour les protections hygiéniques de mettre un liquide bleu qui n'a rien à voir avec ce à quoi ressemble le sang. Tous ces questionnements-là sont très présents et évidemment, la question autour des violences sexuelles et de la notion de consentement qui ont à voir de façon très centrale avec un rapport au corps, une façon de vouloir se réapproprier une sorte de façon de tomber amoureux, d'avoir des relations sexuelles qui replaçait la question corporelle au centre. Alors ça, Fabienne, est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus, sur ce sujet du corps? Qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui ne l'est pas? Et de quoi ça témoigne aujourd'hui dans cette question des femmes qui nous intéresse? Là-dessus, effectivement, il y a un très bon entretien dans le numéro. C'est l'entretien avec Camille Froidemont-Métry, entretien dans lequel elle évoque ce qu'elle nomme, elle, à partir des années 2010, un tournant génital du féminisme. Et ce tournant génital du féminisme, elle le définit comme étant un réinvestissement du corps des femmes jusque dans ses dimensions génitales et intimes. Et d'ailleurs, du point de vue de la philosophie, il y a dernièrement un livre assez étonnant qui vient de sortir, je le dis pour les quelques-uns et quelques-unes parmi vous qui aiment la philosophie, c'est le livre de Catherine Malabou, Le plaisir effacé, clitoris et pensée. Clitoris et pensée, on n'aurait jamais pensé à associer ça dans la tradition philosophique. Donc, je pense qu'il y a là effectivement quelque chose de nouveau. Et quand je vois comment les jeunes femmes en particulier se mobilisent, comme tu l'as dit Anne, sur la question des protections hygiéniques, à la fois la question du prix, et donc l'idée que, par exemple, si on lutte pour la précarité étudiante, eh bien on doit précisément pouvoir s'intéresser au prix des protections hygiéniques et pouvoir proposer des protections hygiéniques gratuites ou à moindre coût. C'est vraiment quelque chose auquel on n'aurait jamais pensé dans les mouvements de femmes il y a 10 ou 20 ans. Parce que tout simplement, on n'en parlait pas de ces questions-là. Enfin, on en parlait, on peut trouver des choses dans les livres de Luce Irigaray, mais de manière quand même très écrite, très sur la question justement des règles, sur cette spécificité du sang des femmes, mais tout ça est quand même très littéraire ou très philosophique. Mais un investissement aussi concret, aussi matériel, tel qu'il se produit dans la génération actuelle sur un point qui peut sembler aussi minuscule de la question des protections hygiéniques, c'est quelque chose qui est révélateur. Et je compléterai cela par le fait, et je reviendrai à mon idée tout à l'heure de ce terme d'écoféminisme, qui a d'ailleurs été inventé par une Française, Françoise d'Aubonne. C'est un terme inventé en France, tout comme d'ailleurs le terme de féminisme a été aussi inventé en France au XIXe siècle, bon, de manière au départ péjorative. Mais ça, c'est toujours intéressant d'avoir en tête que la langue française là-dessus est assez intéressante. Enfin bref, l'autre point sur les protections hygiéniques, c'est aussi le fait qu'elles doivent être écologiques et que précisément, leur problème, c'est que généralement, il y a des tas de substances, y compris des pesticides, etc., pareil dans les tampons, et que donc tout ça, ça doit cesser. C'est pareil, ça, c'est une revendication très forte chez les femmes jeunes
aujourd'hui à laquelle on n'aurait jamais pensé il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc, il y a bien évidemment là-dessus un grand changement. Et je dirais que d'un côté, il y a une dimension extrêmement concrète dans les mouvements de femmes aujourd'hui, avec peut-être un risque, c'est que cette dimension concrète qui est beaucoup liée, je dirais, donc à une compréhension, on pourrait dire, génitale du corps, si on reprend l'expression de Camille Froidevaux-Métry. J'irais peut-être avec un risque, c'est que l'on oublie que les mouvements de femmes, c'est aussi des mouvements qui pensent un avenir, qui pensent un avenir meilleur, et peut-être qu'aujourd'hui, de ce point de vue-là, il y a peut-être un déficit parfois de grandes idées dans les mouvements de femmes. Alors, ce que j'ajouterais sur cette question du corps, c'est que bien évidemment, elle s'insère, comme tu l'as rappelé Anne, dans ce qui avait été, pourrait-on dire, inventé par le féminisme de la deuxième vague, à savoir mon corps m'appartient, et il faut sortir à tout prix des contrôles reproductifs sur le corps des femmes qui ont été ceux de la société ou des sociétés patriarcales. Et donc, à ce titre, il y a bien, on pourrait dire là, un passage de flambeau dans les mouvements de femmes, mais il me semble, en revanche, que dans ce qui se joue aujourd'hui, dans cette exacerbation de la figure du corps dans les mouvements de femmes, il me semble que se joue, alors ça je vous donne mon opinion, enfin ou mon avis ou ma pensée singulière, peut-être qu'il y aura des réactions là-dessus, il me semble que se joue là-dessus la possibilité d'une limite. C'est-à-dire, il ne faut pas en rester à la question des corps. Parce que si on en reste à la question des corps et à la question aussi même d'une politique des corps, on va quand même rester très en surface. Moi, je crois que là-dessus, sur la question des mouvements de femmes, il faut pouvoir revenir à des choses qui ont été pensées, par exemple, alors là, pour moi, sur le versant positif, dans le livre de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, l'idée que la femme qu'elle doit devenir un sujet. Et donc, il ne faut jamais oublier la question du sujet politique. L'émancipation, elle ne se fait pas seulement à travers la question des corps, elle se fait aussi à travers la question des imaginaires, elle se fait à travers la question des relations que l'on construit ou que l'on ne construit pas entre les hommes et les femmes, elle se fait à travers un appareil juridique, à travers donc un appareil politique. Et je crois que par ailleurs, donc, il ne faut jamais oublier cette question des sujets. Et d'ailleurs, j'ai trouvé très intéressant ce que tu as cité en introduction tout à l'heure, la référence à Mounier. La femme aussi est une personne. Bien sûr, on ne le dirait plus comme ça aujourd'hui, on n'emploierait pas en particulier le singulier. Mais il ne faut pas oublier que l'histoire, enfin le but, c'est que la femme devienne un sujet, qu'elle devienne un sujet politique au même titre que l'homme, enfin que les femmes deviennent des sujets politiques. Et donc, il faut faire attention, semble-t-il, à ce que ce qu'on pourrait appeler le tournant génital des mouvements de femmes ne cache pas toute la variété politique des mouvements de femmes, et là-dessus, la participation aussi à la critique du capitalisme, la participation à l'élaboration de sociétés meilleures, et donc aussi toute cette question justement de la demande de justice. Et la question de la demande de justice, c'est pas seulement une question qui concerne nos corps, elle concerne aussi la question de l'égalité salariale, elle concerne la question du partage du pouvoir, elle concerne énormément également d'autres questions.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'économiste Rachel Silvera, dans le numéro, elle consacre un article à cette question du travail des femmes et de l'émancipation inachevée, comme elle le dit. Et elle rappelle au début de son article que comme beaucoup d'observateurs de ces mouvements de femmes très contemporains, elle a eu peur pendant un temps que la focalisation sur la question corporelle, et en particulier, on y reviendra, des violences sexuelles, ne signe l'éloignement pour ces jeunes femmes de préoccupations plus traditionnelles, mais néanmoins excessivement importantes en termes d'égalité économique notamment et de droits sociaux. Alors, ce que tu as dit permet de rebondir, je crois, sur une dimension qu'il est important d'évoquer, cette place du corps dans les mouvements féministes aujourd'hui, et on l'a dit plusieurs fois, elle s'est manifestée en particulier dans le sujet des violences sexuelles et de la lutte contre les violences sexuelles et autour des débats sur la notion de consentement dans le sillage de MeToo, qui, on le sait, est un mouvement qui a eu de nombreuses répliques et qui en aura encore. Et tu as prononcé le mot de demande de justice. Et là, je pense qu'il est important de souligner que s'il y a bien un domaine, une question pour laquelle les mouvements de femmes sont venus percuter nos institutions, c'est bien celle-ci, c'est bien la question de la prise en compte des victimes de violences sexuelles. On a vu que c'est une question complexe, ça a soulevé de nombreux débats. D'abord sur la question de l'écoute de ces victimes, de leur prise en charge, du fait qu'elles arrivent ou pas jusqu'au stade de la plainte, et quand elles y arrivent, de ce qui est possible en termes de procès, notamment parce que ces questions-là posent des questions redoutables en termes de preuves. Ce sont souvent des faits qui ont pu se dérouler il y a longtemps, etc. Et donc, on a eu tous ces débats sur la présomption d'innocence, sur la question de la parole des uns contre les autres. Tout ça pour dire que s'il y a bien un domaine dans lequel on voit que la demande de justice des femmes vient prendre à revers un certain nombre de nos institutions, ou en tout cas de leur fonctionnement, il y a celui de la justice où la question qui est posée, enfin la question est posée avec une acuité réelle. Alors, toujours dans le numéro, le juriste Antoine Garapon consacre un article à ce qu'il appelle la justice de l'intime. En quoi les demandes que portent aujourd'hui les femmes sur une meilleure reconnaissance des agressions et des crimes sexuels nous invitent à repenser la justice sur le mode de ce qu'il appelle la justice de l'intime. Et il nous explique que ce qui frappe dans la demande que formulent ces femmes, et on sait avec la question de l'inceste, avec la question y compris des violences sexuelles dans l'Église, que ces questions ne touchent pas que les femmes, la question des violences sexuelles ne concerne pas que les femmes. Ce qui frappe dans la demande que formulent les victimes, c'est une demande de reconnaissance, davantage qu'une demande de punition en réalité. Ça, Fabienne, est-ce que tu veux en dire deux mots peut-être sur ce rapport-là à notre institution, à nos institutions de justice? Là-dessus, je dirais quelque chose d'assez consonant avec les dernières interventions dans la conversation, c'est-à-dire que sur ces questions de demande de justice, j'irai plus loin que la notion d'intime. Parce qu'en fait, la demande de justice dans le cadre, par exemple, des agressions sexuelles, elle se fait par rapport à un système existant, alors dont on va sûrement parler, mais qu'on peut appeler la domination masculine, ou que d'autres, parce que c'est un terme qui revient avec la radicalisation des mouvements de femmes aujourd'hui, on reparle aussi de patriarcat, et en particulier dans l'horizon anglo-américain, on utilise beaucoup cette notion de patriarchy. Donc, il y a quand même tout un système. Il y a tout un système qui, effectivement, est un système de pouvoir, qui est un système de violence et qui, d'une certaine manière, autorise les hommes à des violences sur les femmes. De la même manière qu'il autorise aussi à des violences sur les enfants, de la même manière qu'il peut autoriser à des violences sur les homosexuels, etc. Donc, il y a bien un système qui est un système d'organisation du pouvoir et avec ses propres violences. Et c'est ce qui fait que, et cela, je crois, aujourd'hui,
se fissure. Se fissure dans la mesure où on se rend compte qu'un certain nombre de choses qui nous sont imposées, eh bien, sont violentes, qu'elles nous humilient, qu'elles portent atteinte à notre intégrité. Et donc, il y a là une forme de remise en cause de ce système qui, à mon avis, fait qu'on va plus loin que la question de l'intime, même si, bien évidemment, la question de l'intime est concernée par ces questions. Ça, c'est le premier point. Et quand je parle de système, ça explique aussi pourquoi, aujourd'hui, selon la manière dont le système a pu se transformer ou ne pas se transformer, ça explique quand vous faites face en tant que femme à une situation de harcèlement ou à une situation de viol, ça explique pourquoi tous les pays n'ont pas précisément la même capacité à venir en aide et précisément à justement punir les crimes sexuels. Parce qu'il y a précisément des pays où ce système de la domination masculine est encore extrêmement établi, bien plus établi que dans d'autres. Je pense en particulier, alors malheureusement j'ai oublié le titre, il y a eu de très nombreux et très bons films là-dessus. Je pense à un film tunisien que j'ai vu il y a 3 ans, de cette jeune femme précisément qui se fait violer, qui va au commissariat de police, et bien évidemment, eh bien, on est dans un tel système de domination masculine que sa parole ne peut en aucun cas être écoutée. Donc effectivement, ce qu'il faut, c'est des dispositifs d'écoute avant tout. Il faut des dispositifs d'écoute qui soient en place dans la perspective d'une transformation et d'une déconstruction du système de la domination masculine. Et ça, c'est plus ou moins vrai selon les pays. Et c'est plus ou moins vrai selon aussi les systèmes judiciaires. Et c'est plus ou moins vrai selon les polices. Après, il n'en reste pas moins que dans la question des agressions sexuelles, eh bien forcément, il y a quelque chose toujours de difficile. Et pas seulement à cause du système lui-même, la question de la preuve. Bien évidemment, l'établissement de la preuve, il est difficile. Il suppose en certains cas un examen du corps de la femme, il suppose une concordance de témoignages, il suppose aussi que de bonnes conditions puissent s'établir justement dans les témoignages. Enfin, je veux dire, la figure de la preuve elle-même, elle est extrêmement spécifique, elle est extrêmement complexe, et peut-être qu'effectivement, à ce titre, elle relève bien de ce que Antoine Garapon a nommé une justice de l'intime, c'est-à-dire une justice où l'établissement des preuves est spécifique. Si cet établissement des preuves est spécifique, ça suppose forcément derrière une formation de la police, une formation des magistrats, et ça, on en est quand même encore assez loin. Donc voilà, je crois qu'il ne faut jamais oublier la question du système, et donc il ne faut pas oublier qu'on considère généralement les hommes comme des bourreaux et les femmes comme des victimes, mais qu'avant de considérer ça, il faut d'abord considérer la question de ce que nous impose le système de la domination masculine, et puis après, il ne faut pas avoir à l'intérieur de ça une vision caricaturale des hommes et des femmes. Et puis surtout, je crois qu'il faut de plus en plus penser, et ça renvoie aussi à l'article d'Yvan Jablonka dans le numéro, il faut de plus en plus penser à la question de la place des hommes, précisément, parce que s'il y a des violences faites aux femmes, bah, effectivement, les violences faites aux femmes,
elles sont bien faites généralement par des hommes. Et cette place des hommes, je crois qu'elle suppose de se poser un certain nombre de questions déjà extrêmement, je dirais, philosophiques. Est-ce que, tout d'abord, les hommes peuvent être féministes au même titre que les femmes? Première question. Deuxième question, ou est-ce que les hommes sont simplement des alliés, des complices dans les mouvements de femmes? Je crois que ça, c'est des questions qu'il faut se poser dans tous les mouvements de femmes auxquels il faut répondre. Et puis ensuite, se pose la question, à travers la place des hommes, du savoir situé. Parce que forcément, dans les questions des mouvements de femmes, il y a une expérience des femmes. Quelle peut bien être l'expérience des hommes? Est-ce que l'expérience des hommes, elle tient aux relations qu'ils entretiennent avec les femmes, et est-ce que c'est donc à ce titre qu'ils peuvent devenir féministes ou qu'ils peuvent devenir des alliés ou des complices? Est-ce qu'on estime aussi que finalement est en train de se constituer un savoir des expériences des femmes à travers à la fois les livres, à travers l'art, à travers la science, à travers tout ce que l'on sait aujourd'hui, à travers les enquêtes, etc. Et que si se constitue un savoir des expériences des femmes et des oppressions qui affectent les femmes, eh bien à ce moment-là, les hommes ont aussi les moyens de connaître ces oppressions indirectement, et que de ce point de vue-là, on peut imaginer qu'il peut y avoir un progrès de la société, et que donc les hommes peuvent devenir de plus en plus des alliés dans ces questions de mouvement des femmes. Donc je dirais là-dessus, je reprendrai là-dessus le moment où Yvan Jablonka écrit « C'est aux hommes de changer ». Alors moi, je dirais que c'est aussi aux femmes de changer et que les mouvements de femmes, c'est aussi une volonté de transformation des femmes. Et donc, ce que je dirais, c'est qu'il y a un système de la domination masculine, certes, mais ce qu'il faut penser à travers la question des mouvements de femmes, c'est la possibilité d'une transformation des individus. D'un côté, la possibilité d'une émancipation des femmes, et cette émancipation des femmes, elle suppose que les femmes soient à même de se transformer, car après tout, il y a des femmes qui n'ont pas du tout envie d'être dans les mouvements de femmes, qui ne sont pas du tout féministes et qui, pour l'instant, ne participent pas du tout à la possibilité d'une émancipation. Et donc, pour que les femmes puissent s'émanciper, il faut malgré tout qu'elles se transforment elles-mêmes. Il y a bien tout un projet de transformation de soi dans les mouvements de femmes. Ce n'est pas seulement la perspective d'une transformation de la société, ou plutôt la question de la transformation de la société, elle passe par la possibilité aussi de se transformer soi-même. Et j'ajoute, du côté des hommes, eh bien, il faut aussi un mouvement de transformation de soi. Il faut aussi précisément que les hommes acceptent de perdre une partie de leur pouvoir et de se dire qu'en perdant une partie de leur pouvoir, ils vont gagner quelque chose. Ils vont précisément gagner des relations plus égalitaires. Ils vont de fait gagner la possibilité aussi de se rapporter peut-être plus pacifiquement aux autres, et ils vont gagner la possibilité de relations moins violentes. Donc je crois que c'est un projet de transformation générale. Et bien sûr, ce projet de transformation générale, transformation des femmes, transformation des hommes, eh bien, ça passe aussi par un idéal qui est celui de la démocratie et de la conception d'une société démocratique. De mon point de vue, il n'y a pas de société démocratique s'il n'y a pas d'égalité des hommes et des femmes. On ne peut pas stricto sensu dire d'une société qu'elle est démocratique s'il y a
de la domination masculine. Parce que s'il y a de la domination masculine, il y a nécessairement des oppressions, il y a nécessairement des violences exercées à l'égard des femmes. Alors, tu as évoqué effectivement cet article du dossier qui a été écrit par Yvan Jablonka et qui porte un titre volontiers provocateur qui est « Que faire des hommes ?» et dans lequel il tire le fil d'une réflexion qu'il a déjà posée et développée avec des hommes justes d'abord, et puis son dernier ouvrage qui s'appelle, je crois, Un garçon comme les autres, où voilà, il évoque la construction de son identité d'homme. Et le point important qu'il fait dans ce livre, dans ce livre et surtout dans l'article qu'il nous a donné, que je connais mieux, c'est une invitation à ne pas opposer les hommes et les femmes comme jadis on opposait les maîtres et les esclaves, ou plus récemment les ouvriers et les patrons. C'est de nous rappeler que le rapport entre hommes et femmes, il est éminemment pluriel et complexe. On a des vies partagées, des projets partagés, on s'aime aussi, et c'est peut-être là que se loge en tout cas une partie de la difficulté, et il invite justement à prendre en compte cette pluralité. Il a une très belle expression, il dit que les hommes, ça n'existe pas, il existe un peuple des hommes, et voilà, il fait vraiment cette invitation dans le sens que tu évoquais, Fabienne. Alors, je vois dans le chat, on va peut-être prendre un tout petit peu d'avance sur les questionnements, mais parce que sur cette question de la domination masculine, il y a beaucoup de questions autour de l'éducation. Et finalement, tout ce que tu as développé sur la notion de projet démocratique et d'idéal, qu'est-ce qui là se joue spécifiquement dans une approche qui serait éducative en termes j'imagine, de déconstruction des stéréotypes de genre, mais peut-être un peu plus. Est-ce que ça, tu peux en dire 2 mots avant qu'on conclue notre échange? Alors, là, bien sûr qu'il faudrait pouvoir changer, se transformer soi-même, ça passe par une éducation, enfin, ça passe par un projet éducatif, c'est-à-dire on se transforme parce qu'on a les moyens de se transformer. Certes, ce que je dirais sur la question de l'éducation, c'est plusieurs choses. La première, c'est que l'éducation ne suffit pas. Elle est nécessaire, mais elle ne suffit pas. Je veux dire, si vous essayez, même à travers une école ou à travers une famille, d'élever des enfants de la manière la plus égalitaire possible, si le système en entier, c'est-à-dire la société dans son entier, est inégalitaire et qu'elle est soumise à la domination masculine, ben, franchement, il n'y aura pas beaucoup de résultats. Donc, le point le plus important, c'est quand même celui des lois, du système politique et je dirais du prisme politique de l'égalité. Après, du point de vue si je reviens à la question de l'éducation, je dirais cependant plusieurs choses. Il y a quand même un poids très fort des cultures masculinistes dans de nombreux pays, y compris la France. Et c'est parfois du registre inconscient. C'est parfois du registre de l'habitus inconscient. Quand, par exemple, tout le monde l'a vécu dans un milieu de travail, c'est toujours la femme qui apporte le café, ben en fait, très souvent, personne ne s'en rend compte parce que ça semble totalement nouveau, ça semble totalement acquis. Donc, il y a toute une part, il y a toute la place des cultures et tout ce que les cultures peuvent porter en termes d'éléments qui sont en quelque sorte tacites entre les différents individus. Après, il y a une dimension violente des cultures, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi dans les cultures le fait d'assigner une place à l'homme et d'assigner une place à la femme. Par exemple, une amie me parlait dernièrement de son enfance précisément en Italie du Sud,
où il y avait vraiment, dans les réunions familiales, les femmes à la cuisine et les hommes de l'autre côté en train de prendre le café et de discuter. Et elle, systématiquement, quand elle était enfant et adolescente, elle s'imposait parmi les hommes. Ben, je peux vous dire que ça créait un sacré désordre. Donc, il y a cette dimension très violente des cultures dont on peut dire qu'elles sont souvent patriarcales. L'éducation, elle peut aider dans la mesure où elle est une éducation à la démocratie, c'est-à-dire à l'égalité entre les individus. Et je crois que c'est quand même des choses que l'on peut apprendre en partie à l'école, mais je crois qu'elle est aussi effectivement l'éducation égalitaire dans des toutes petites choses. C'est-à-dire que là-dessus, je dirais qu'il y a un rôle extrêmement important des cours de récréation. On a tous, enfin, je veux dire, toutes les personnes qui ont eu des enfants savent très bien comment s'organisent les cours de récréation et comment, généralement, les garçons ont l'habitude de prendre toute la place avec le terrain de foot qu'ils vont constituer et où ils vont jouer les uns avec les autres et progressivement exclure les filles parce que soit elles ne veulent pas jouer au foot, soit parce qu'elles jouent moins bien qu'au foot. Donc, il y a la question, effectivement, de l'espace. Et cette question de l'espace, ce n'est pas seulement la question de la cour de récréation, c'est ensuite la question des espaces publics dans la ville. J'ai longtemps habité dans une ville comme Bordeaux. Sur une partie des quais de la Garonne, on s'était mis en place des terrains de foot, des terrains de basket. Ben, ils étaient constamment occupés par des garçons et très peu par les filles. Les filles, elles étaient plutôt le long des bancs à discuter entre elles. Il y a la question de l'occupation d'espace qui se complique, bien sûr, par la question des violences sexuelles et par le fait que les femmes sont quand même aussi les premières victimes de la rue. Donc forcément, je pense que la question de l'éducation, elle doit intégrer la question de l'espace sous toutes ses formes. Et donc, je pense qu'il faudrait une éducation à un partage des espaces. Ça me semble particulièrement important. La deuxième chose en termes d'éducation, je crois qu'il faut aussi apprendre à l'école, il faut apprendre aussi aux filles à prendre la parole, à prendre la parole tout autant que les garçons, parce que de nombreuses études montrent que systématiquement, bien, les garçons et les hommes prennent plus facilement la parole que les filles, et c'est aussi une marque de pouvoir. Donc, je pense qu'il faut des éducations en fait extrêmement concrètes. Il faut, sur des points extrêmement concrets dans l'éducation, arriver à établir des possibilités d'égalité entre les filles et les garçons, et puis après entre les hommes et les femmes. Et donc, il me semble, alors justement, je vois qu'il y a quelque chose maintenant sur la prise de parole et aussi sur les groupes non mixtes. J'aimerais bien dire quelque chose là-dessus, justement. On est parti d'un point de vue médiatique dans des débats complètement oiseux sur la question des groupes de femmes non mixtes. Mais c'est vraiment n'importe quoi. Parce que les groupes de femmes non mixtes, ça a toujours existé. Ça a toujours existé d'une manière ou d'une autre. D'abord, à certaines époques, c'était les femmes qui se retrouvaient autour du lavoir, et donc c'était des petits groupes de parole entre femmes. Après, dans les années 70, ce que nous expliquent toutes les féministes des années 70, c'est qu'au départ, elles se sont constituées dans des groupes où elles se sont réunies parce que justement, elles avaient besoin au départ de prendre la parole, de pouvoir de prendre cette parole entre elles pour pouvoir après revenir dans une relation qu'elles pouvaient construire autrement, justement, avec les hommes. Donc, cette question, de toute façon, des groupes de parole non mixtes, elle a toujours existé. C'est bien qu'elle continue à exister parce que ça permet précisément une libération
des paroles des femmes, et ça mène souvent à la possibilité ensuite, et ça doit mener à cela, la possibilité de la construction d'une mixité. Donc là-dessus, moi, je n'aurais pas de position idéologique d'un côté ou de l'autre. Et effectivement, les hommes dans l'histoire, donc je ne vois pas pourquoi cela poserait un problème en ce qui concerne les femmes. Donc l'éducation, je crois que ça tient dans des choses très petites, très concrètes. Et bien évidemment, ça tient ensuite dans un système éducatif qui soit le plus démocratique possible et qui n'indexe pas les comportements des femmes et les comportements des hommes d'une différence dans le système scolaire. Après, c'est aussi cette question de l'éducation, en particulier à l'école et dans l'orientation scolaire, des mesures, je dirais, plus coercitives qui permettraient davantage d'inciter les femmes à aller vers des métiers traditionnellement masculins, et donc qu'on ait vraiment un souci de cette incitation dans les politiques publiques. Et de l'autre côté, et ça on l'oublie constamment et totalement, ça supposerait aussi des politiques publiques d'incitation des hommes à aller vers les professions que l'on dit typiquement féminines, comme par exemple justement les professions de soins. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut amener les femmes vers les professions traditionnellement masculines, qui sont en général des professions reconnues, bien rémunérées, mais il faut amener aussi les hommes vers les professions typiquement féminines, enfin considérées comme typiquement féminines, ou en tout cas largement occupées par des femmes, et il faut revaloriser précisément ces professions. Donc l'éducation, c'est avant tout la possibilité, je crois, de l'égalité et de formes de mixité, mais qui n'empêche pas des groupes non mixtes. Il n'y a pas de raison. On reviendra peut-être sur ces questions dans l'échange qui suivra. Peut-être pour conclure ce dialogue, Fabienne, je te propose d'évoquer une question dont je sais qu'elle t'est chère et qui a été largement traitée par Élise Domnac, qui, je crois, est avec nous dans le chat. En tout cas, je l'ai vue tout à l'heure et donc je la salue, sur la question des représentations. On sait que tu l'as évoqué finalement avec cette question de l'éducation et typiquement la question des choix de métier. Tout ça, ça a à voir avec ce qu'on peut qualifier de l'ordre des représentations, à savoir comment on se figure ce qu'est une femme, quel type de métier elle peut faire, comment elle se comporte, comment elle s'habille, comment elle se tient, etc. Sur toutes ces questions qui ont à voir avec les représentations, il est très évident que ce qui se passe dans nos imaginaires et qui s'incarne dans des formes de littérature, d'art, plus près de nous, de cinéma, de séries télévisées, est important. On peut peut-être considérer que c'est un des lieux de la transformation de ce qui se passe. Et Élise Domnac nous a donné dans ce numéro un entretien avec la philosophe Sandra Laugier d'une part et l'essayiste Iris Bray, spécialiste de cinéma d'autre part, un entretien qui s'appelle « Le regard féminin » et qui évoque finalement la façon dont le fait que des femmes prennent la caméra plus souvent au cinéma et dans les séries transforme de façon assez sensible nos représentations du féminin, avec à la clé des conséquences politiques qui pourront être importantes. Une certaine façon de filmer les corps, de filmer le plaisir féminin aussi, les interactions avec les garçons, avec les hommes. Alors sur cette question évidemment plus large que celle simplement du cinéma et des séries, Fabienne, sur cette question de la représentation des femmes d'une part et du regard féminin d'autre part, les deux convergeant largement, peut-être pourrait-on conclure provisoirement cet échange
que tu nous dises un peu ce qui se joue là. Oui, c'est un point intéressant. Et moi, c'est un point sur lequel j'ai réfléchi à partir, je dirais, de deux expériences artistiques. La première, c'est le film de Cécile Sciamma avec Adèle Haenel, Portrait de la jeune fille en feu, bon, qui a fait beaucoup de bruit et puis qui a été associé forcément à cette fameuse cérémonie des Césars où Adèle Haenel et Cécile Sciamma ont quitté la salle. Et outre que ce film est un très beau film du point de vue de la qualité des images, de l'éclairage, je trouve qu'il donne une version des relations amoureuses dont on peut dire qu'elle déploie un regard qui est inhabituel, je le dirais comme cela. Et donc, quand j'ai vu ce film, j'avais lu plusieurs entretiens justement de Cécile Sciamma sur le cinéma, où elle expliquait que tant que le cinéma est fait à 90% par des hommes, eh bien, il est forcément le produit d'un regard quand même qui risque d'être largement masculin. Et elle expliquait que quand les femmes font du cinéma, eh bien forcément, elles vont déployer un autre type de regard et elle reprenait même cette expression d'un regard féminin. Et là, je me suis interrogée, je me suis dit, après tout, pourquoi les femmes déploieraient-elles un autre regard au cinéma? Au départ, ça me paraissait pas si évident. Et puis, je me suis dit, ensuite, forcément, si on reprend l'histoire des femmes, l'histoire de l'oppression des femmes, le fait que les femmes finalement ont eu du mal à faire du cinéma, le fait qu'elles ont eu du mal en général à trouver une place dans le domaine des arts ou de la littérature. Forcément, à cause même de cette histoire et de cette difficulté, elles vont forcément produire autre chose. Et de fait, très souvent, je trouve qu'au cinéma, le cinéma des femmes, réalisé par des femmes, quand les femmes sont précisément les auteurs d'un film, eh bien, ça donne quelque chose de souvent inhabituel parce que ça déplace les rapports de pouvoir, effectivement, entre les femmes et les hommes. Ça déplace souvent la question des relations amoureuses. Et de ce point de vue-là, je trouve que c'est vrai. Je pense qu'il y a forcément un regard féminin à condition de bien entendre ce que l'on veut bien comprendre par regard féminin. Mais je dirais autre chose. En ce qui concerne la question des arts et de la littérature plus généralement, et ça peut concerner aussi le cinéma, je crois qu'il y a quand même eu un grand oubli des femmes. Faut pas oublier, par exemple, que Clara Schumann était quand même une musicienne hors pair qui, lorsqu'elle s'est mariée, s'est quand même mise totalement au service de son mari, qui, cela dit, est un très grand musicien. Il ne faut pas oublier la difficulté qu'a eu Camille Claudel dans sa sculpture, et on peut peut-être dire que dans sa folie, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre aussi d'une non-acceptation de la domination masculine. Et puis, dernièrement, il y a eu beaucoup de travaux, en particulier aux États-Unis, sur la manière dont l'histoire de l'art ou l'histoire des arts a souvent occulté la place des femmes. Et en particulier, moi j'aime beaucoup l'écrivaine Siri Husvet, et dans Souvenir de l'avenir, qui est un des derniers livres d'elle qui a été traduit en français, elle repart de l'affaire, pourrait-on dire, de l'urinoir de Duchamp, qui a toujours été attribué à Duchamp. Et elle cite des historiens américains qui ont retrouvé
des lettres de Duchamp qui ont été dévoilées dans les années 1980, donc assez tardivement. Et dans ces lettres, eh bien, Duchamp dit globalement que cet urinoir, il a été présenté par une de ses amies. Et donc, il y a tout un travail aujourd'hui dans l'histoire de l'art américaine sur le fait, en fait, que, pourrait-on dire, l'auteur, si vous voulez, de l'urinoir, enfin la personne qui a eu l'idée de l'urinoir, qui a présenté l'urinoir, ce n'est pas justement Marcel Duchamp, mais c'est une baronne qui était l'une de ses amies. Et donc, il y a dans l'histoire de l'art actuellement, comme ça, de grandes recherches et de grands progrès, je dirais, sur ce que l'on peut attribuer à qui. Et on se rend compte vraiment, et ça, moi, j'en suis de plus en plus convaincue, qu'il y a vraiment eu une occultation du rôle et de la place des femmes artistes. Et ça, c'est très vrai aussi concernant le moment de l'impressionnisme, qui est pourtant un mouvement qui a laissé une place particulière aux femmes, beaucoup plus que d'autres mouvements artistiques. Berthe Morisot a vraiment sa place à part entière dans l'impressionnisme. Mais on se rend compte qu'après, quand on s'intéresse à Berthe Morisot, après l'impressionnisme et tout au long du XXe siècle, on se rend compte dans tous les livres d'histoire de l'art, dans un certain nombre de revues, que petit à petit, elle est occultée. Elle n'est jamais citée au même titre que Monet, Renoir, Degas et d'autres. Et on se rend compte aussi que la relation Manet-Morisot est une relation qui est toujours posée dans le sens de Morisot était la muse de Manet. Et donc, pendant un bon nombre d'années au XXe siècle, quand on cite Berthe Morisot, ce n'est pas pour ses tableaux, mais c'est parce qu'elle est la muse de Manet et qu'elle est dans un certain nombre de tableaux de Manet. Et bien évidemment, là aussi, il y a un certain nombre de progrès, puisque dernièrement, enfin, il y a maintenant, je crois, 3 ans, c'était dans nos vies d'avant, quand on pouvait aller au musée. Dernièrement, le musée d'Orsay a consacré toute une exposition à Berthe Morisot, et on voit bien que l'œuvre de Berthe Morisot, du point de vue de l'impressionnisme, est une œuvre gigantesque. Il y a des tableaux incroyables. Voilà. Donc, je crois que la question des... Alors après, bien évidemment, ce que Élise et Sandra Laugier ont repris dans l'article d'Esprit, c'est encore un autre point qui est extrêmement intéressant et sur lequel, justement, il faut lire le numéro. C'est la question aussi des séries et de la manière dont dans les séries se jouent des regards féminins ou des regards masculins. Mais ça va tout à fait avec la question de la place des femmes dans l'art et dans la littérature. Ben merci, merci beaucoup Fabienne. Je propose maintenant, Johan, si vous en êtes d'accord, qu'on ouvre l'échange. Alors, on a déjà posé, enfin, Fabienne a répondu à quelques questions qui avaient été posées dans le chat sur le sujet de l'éducation et d'une éducation égalitaire entre filles et garçons. Johan, je vous laisse Oui, reprendre la main. oui, merci pour tous ces propos. Peut-être dans la droite ligne de ce que vous de dire, Fabienne, alors c'est sans doute moins honorable que la littérature, mais l'image de la femme dans la publicité. Voyez-vous des évolutions également? Ben, de toute façon, la publicité fonctionne quand même beaucoup avec le registre de ce qui est attendu. Donc, oui, on est bien d'accord que dans le registre de la publicité, il y a forcément une utilisation à fond des stéréotypes du masculin et du féminin. Est-ce qu'il y a une évolution de la publicité? Là, je crois que j'aurais du mal à vous répondre. Il ne me semble pas, mais peut-être que je me trompe. Moi, il me semble que
la publicité est faite pour être caricaturale en termes de stéréotypes de genre, qu'elle le reste. Maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'elle suit l'opinion, mais elle est quand même, je dirais, elle est peut-être moins du côté, si vous voulez, par rapport à une certaine époque. Elle est moins du côté d'une glorification de la ménagère, justement de la mère, etc. En revanche, il me semble qu'elle est de plus en plus, mais je peux me tromper, c'est pas une question que je connais bien, il me semble qu'elle est de plus en plus quand même du côté d'une sexualisation du corps féminin. Et que là-dessus, on est quand même encore très largement là-dedans et qu'on n'est pas prêt d'en sortir. Mais je vous livre ma réflexion comme ça à chaud, parce que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, et donc c'est simplement ma position à cet instant T. Je crois que oui, il y a quand même toujours une très très grande sexualisation de la publicité, ce qui est peut-être nouveau. Moi, je le remarque chez les jeunes, et pas seulement chez les jeunes femmes, mais aussi chez les jeunes hommes. Il y a parfois de plus en plus un refus, en revanche, de cette sexualisation de la publicité. Donc, à voir en même temps si ce refus de la sexualisation de la publicité va s'élargir ou si, au contraire, il va rester très, très minoritaire. Alors, sans doute pour rester dans ce domaine des lettres, vous n'avez pas du tout évoqué un sujet qui fâche volontiers aujourd'hui, celui de l'écriture inclusive. Alors, ou de l'écriture saine, je crois, a-t-on pu dire aussi par le passé. Alors, cette écriture inclusive, alors certains disent qu'elle est difficile à lire. Personnellement, je ne trouve pas trop. En revanche, elle est difficile à prononcer, elle est difficile à verbaliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que j'avoue que je suis personnellement complètement partagé, parce que je comprends les arguments des deux bords. Au-delà de la féminisation des noms de fonctions également que l'on a pu connaître par le passé, et puis qui génère encore quand même quelques résistances, un peu moins sans doute. Mais l'écriture inclusive est vraiment au cœur de la controverse aujourd'hui. Oui. Alors, comme souvent, je vais répondre à plusieurs niveaux. Je dirais qu'en France, on a quand même l'art des faux débats, la manière dont on s'écharpe sur l'écriture inclusive. Parfois, ça me fait un peu rire, parce que je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves que l'écriture inclusive. Bref, mais moi, je dirais deux choses là-dessus. Je dirais que d'un point de vue sensible, c'est-à-dire du point de vue de ma propre plume, quand j'écris, moi, je continue d'écrire à la main. Quand j'écris mes livres ou mes articles, très souvent, je les écris à la main, puis si je les écris à l'ordinateur, je les écris comme si je les écrivais à la main. Je n'écris pas en écriture inclusive parce que la langue que j'ai incorporée n'est pas cette langue-là. Mais en revanche, très souvent, j'aime bien mettre le nom masculin, le nom féminin. Par exemple, si j'ai un terme qui peut se mettre à la fois au féminin et au cittoyen, au féminin et au masculin, je mettrai volontiers les deux noms. Donc, moi-même, je n'écris pas dans l'écriture inclusive parce que je n'ai pas incorporé cette écriture comme étant mon écriture philosophique. Mais j'insiste sur le fait que ça ne m'empêche pas, de manière un peu dans une entreprise de détournement des normes, de féminiser certaines phrases un peu comme je l'entends. Mais ça, ce n'est pas très conventionnel ce que je dis. Après, dans la langue administrative, l'écriture inclusive, moi, je trouve que c'est très bien. La langue administrative n'est jamais une belle langue. Je veux dire, c'est avant tout une langue utilitaire, et c'est avant tout une langue qui renvoie justement aussi à de possibles rapports de domination. Donc, justement, que dans la langue administrative, on utilise l'écriture inclusive,
moi, je trouve ça très bien. Ou qu'on utilise une forme de féminisation de la langue, je trouve ça très bien parce que c'est quand même très violent, ce masculin qui l'emporte sur le féminin. C'est d'autant plus violent que ça n'a pas toujours existé, que les linguistes, tous ceux qui connaissent et toutes celles qui connaissent justement l'histoire de la langue française, et on le voit quand on tombe sur des textes du XVIIe siècle qui n'ont pas été remis au goût du jour dans la langue elle-même, eh bien, il y avait des féminisations de la langue. C'est petit à petit que le masculin l'a emporté sur le féminin. Donc, on a, moi, ça ne me pose, moi, je trouve que en tout cas, comme langue écrite et administrative, voilà, je trouve que c'est bien l'écriture inclusive. Après, je pense que dans la langue orale et dans des langues plus littéraires, plus raffinées, eh bien, il faut trouver d'autres manières de féminiser. Et il y en a d'autres. Après tout, on peut très bien imaginer des modifications des règles. Que, par exemple, quand un adjectif concerne plus majoritairement un sujet féminin que masculin, eh bien, à ce moment-là, on le féminise plutôt qu'on le masculinise. C'est des choses qu'on peut inventer. Je pense que là, il faut faire preuve d'invention. Alors peut-être c'est difficile de demander à l'Académie française d'être inventive, c'est pas. Mais je crois que sur cette question de la féminisation de l'écriture, il faut un peu d'invention, il faut un peu de sensibilité, il faut faire aussi attention à la beauté de la langue, mais je ne vois pas pourquoi féminiser l'écriture, ce serait lui retirer de l'élégance, de la beauté. Alors, sur un autre sujet, mais vous en avez un petit peu parlé, je voyais qu'au début de notre conversation, Emmanuel faisait remarquer que en politique ont émergé ces dernières années un certain nombre, si j'ose dire, de grandes élus UES. On pense évidemment indépendamment des préférences politiques que nous pouvons avoir les uns et les autres, à la maire de Paris. On peut citer également les maires de Rennes. Il se trouve que je suis à Rennes, Madame Nathalie, qui se trouve être aussi issue d'une lignée de grands abonnés à la revue Esprit. C'est une grande lectrice de Paul Ricoeur par ailleurs. Je pense aussi à Johanna Roland, par exemple, à Nantes. Et la ville de Rennes, par exemple, vient de mettre en place tout récemment des budgets non genrés et entame également une politique de lutte contre les discriminations dans les cours de récréation, en effet. Mais je voudrais revenir un petit peu au budget non genré. Non genré, qu'est-ce que vous en pensez? Une chose sans importance ou bien au contraire un de ces petits éléments qui peuvent cristalliser et finalement changer les mentalités? Moi, je trouve que c'est très bien d'introduire la question du genre dans la question des budgets, en particulier urbains. Enfin, je pense qu'une fois de plus, il ne faut pas vouloir idéologiser cette question. Introduire la question du genre dans un certain nombre de budgets, c'est introduire des formes de démocratisation. C'est introduire la possibilité de plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Pourquoi? Parce que précisément, ça donne une visibilité supplémentaire aux inégalités. Et c'est à partir du moment où on donne une visibilité aux inégalités que l'on peut traiter ces inégalités et que l'on peut précisément établir de l'égalité. Donc, introduire le genre, par exemple, dans les budgets municipaux, pour ma part, je trouve que c'est un projet démocratique, puisque c'est une manière de mettre en avant des inégalités et de pouvoir justement
rétablir de l'égalité. Et sur la question des espaces publics et sur la question tout simplement de l'espace, ben, il y a de plus en plus d'urbanistes justement qui introduisent la question du genre dans la question des espaces urbains, eu égard à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à la nécessité que les femmes elles-mêmes, les filles, les jeunes filles puissent profiter de l'espace urbain, puisqu'on sait qu'on a vraiment des problématiques où ce sont davantage les êtres de sexe masculin qui occupent l'espace et où les êtres de sexe féminin ont plutôt tendance à traverser l'espace, à passer. Donc je crois que là-dessus, c'est pareil, il n'y a pas à idéologiser la question du genre, il y a tout simplement à considérer des nécessités de traitement égalitaire et donc voilà, et donc moi je trouve ça très intéressant. Dans l'espace public également, quelqu'un faisait remarquer au cours de cette soirée une certaine inégalité aussi entre hommes et femmes lorsque l'une ou l'autre est pris ou prise d'une envie pressante. En effet, c'est aussi une forme d'aménagement. On ne va pas revenir à Clochemer, là on sait que tout part de l'installation d'une pissotière, mais enfin il se trouve que Rennes a également essayé et continue à essayer, je crois que c'est le cas de Paris également, d'équiper l'espace public eh bien d'instruments, enfin, qu'on appelait des pissotières autrefois, et autant sur la partie masculine de la force, c'est semble-t-il plus simple, autant installer des dispositifs comme ça adaptés à l'intimité et puis de la femme, ça s'est avéré en particulier dans l'expérimentation rennaise beaucoup plus compliqué. Je crois qu'elles ont été enlevées de l'espace public. Enfin, on espère qu'un autre dispositif donnant davantage de satisfaction sera bientôt réinstallé. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on le remarque en bas de chez soi, hein, toutes ces thématiques que, comme philosophe, vous traitez. Vous avez en effet cette qualité presque de lui donner chair, de l'incarner. Et puis, en effet, ce sont des questions que l'on remarque et que l'on constate en bas de chez soi. Et justement, on nous demandait également ce soir quels seraient s'il fallait imaginer des indicateurs, hein, on va mettre sans doute des guillemets, un indicateur masculine plus ou moins forte, si vous voulez. Qu'est-ce que vous regardez avant tout dans notre société qui permettrait de dire « Ah, ben tiens, là, il y a, semble-t-il, un progrès ». C'est quoi le nombre d'élus ES, comme on disait, autre chose, la littérature, le cinéma, l'art, le monde d'entreprise peut-être, d'abonnés masculins à esprit en proportion du nombre d'abonnés. Enfin, vous allez sans doute également, Anne, nous dire tout cela. Je ne sais pas si Anne veut répondre avant ou... Je vais répondre très très vite parce que là, je peux vous dire tout de suite qu'on a une petite marge de progression. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'il n'est pas compliqué de se représenter que Esprit est typiquement, a longtemps été une revue de son temps, dans laquelle ce sont surtout des hommes qui ont écrit jusqu'à un passé récent. Il y a toujours eu des femmes parmi les auteurs, des autrices. Néanmoins, elles ne formaient pas une majorité des signatures de nos colonnes, c'est une évidence. Les choses ont beaucoup progressé ces dernières années, beaucoup. Évidemment, grâce à la présence de gens comme Fabienne, comme Élise, on a un comité de rédaction qui est de plus en plus féminin. Je ne crois pas qu'il soit paritaire, mais les femmes sont de plus en plus présentes, et y compris effectivement parmi les auteurs, les femmes sont de plus en plus représentées. On est néanmoins conscient que c'est un point de vigilance qu'il faut toujours avoir. Ça ne se fait pas tout seul. Alors, pourquoi je vous parle des auteurs? Parce que je pense qu'une revue se renouvelle assez largement par les auteurs. Je pense qu'une revue qui ne renouvelle pas ses auteurs, c'est une revue qui ne renouvelle pas ses lecteurs.
Et donc, je ne sais pas qui étaient les lecteurs d'esprit, pardon, il y a 50 ou 60 ans. Il y avait évidemment des femmes parmi eux, mais par exemple, on a fait une enquête de lectorat il n'y a pas si longtemps que ça, à laquelle davantage d'hommes ont répondu que de femmes, très nettement. Alors, est-ce que ce sont les hommes qui ont davantage pris l'initiative de répondre à ce questionnaire? Est-ce qu'ils sont en fait plus nombreux parmi nos lecteurs? On ne sait pas le dire. Ce qui est évident, c'est que la part des femmes progresse parmi les auteurs comme parmi les lecteurs, et que c'est bien et qu'il faut poursuivre cette dynamique, mais que néanmoins, ça fait partie du travail de cette rédaction que d'y veiller et de l'encourager. Fabienne a beaucoup fait le lien entre la question de l'égalité homme-femme et la question démocratique. C'est une dimension qui nous tient tout à fait à cœur. Et donc, être lu autant par des femmes que par des hommes, permettre à des femmes d'écrire dans les pages de la revue autant qu'à des hommes, fait partie de l'ambition et de l'attachement de cette revue à la question démocratique plus largement. Donc, le chemin est ouvert et nous continuons d'avancer dessus. Voilà pour ce que je peux dire par rapport à la revue. Je ne sais pas quel est le domaine le plus emblématique de la domination masculine et où les changements ou des changements seraient particulièrement importants, avec tout ce qu'on a connu dernièrement dans le milieu médiatique. Je dirais que la question des médias, que le jour où les médias seront dominés par des femmes, alors là, il y aura vraiment un très très grand changement de société. Mais ça, c'est une partie de la question des femmes. Après, la question, c'est de savoir si les femmes n'ont pas plutôt envie d'un autre type de société. Et donc ça, c'est encore une autre question, parce que c'est la question vraiment du type de société qu'on a envie de fabriquer, parce qu'on n'a pas forcément envie de faire la même chose que les hommes de pouvoir, justement. Vous avez cité également certaines professions, certaines professions qui auraient besoin d'être masculinisées. Alors celle-là, on pense, et vous en êtes également une spécialiste, Fabienne, de tous les métiers du care, finalement, qui sont hyper féminisés. Il se trouve que dans une vie parallèle, j'enseigne le droit de l'action sociale à Rennes, et il est vrai, lorsque sur des promotions d'étudiantes, alors là, nous avons 3 ou 4 garçons, on se dit, mon Dieu, voilà un indicateur de progression sans pareil, parce que ce sont des chiffres absolument hallucinants sur ces professions-là. Les métiers du social, c'est absolument ahurissant. On pourrait ajouter, puisque après tout, nous sommes dans ces visios aussi quelque part un peu entre nous, mais d'un autre domaine, là, alors hyper féminisé. Je vais revenir pour conclure notre soirée à l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer, qui se trouve être la propriété d'une congrégation féminine, celle-là, les sœurs de l'Immaculée Conception de Saint-Vin-le-Grand. Mon Dieu, quand on a dit tout ça, voilà. C'est vrai que, alors aujourd'hui, voilà, cette congrégation est touchée aussi pour des raisons démographiques, hein, une raréfaction du nombre de religieuses. Et il se trouve donc que quand quelques directeurs d'établissements comme moi arrivons, lorsque je suis arrivé auprès des sœurs, c'était tout à fait étrange. C'est vraiment une expérience à vivre parce que là, il n'y a pas besoin de langue inclusive dans un sens, parce que tout est féminisé. Dans les textes, dans les comptes rendus, dans les propos de réunion, etc. Et alors, quand un homme arrive là-dedans, si j'ose dire, il y a une espèce de choc, parce qu'on a l'impression de vivre une société à rebours. Et au fond, on peut dire en particulier dans ces congrégations post-conciliaires très, très ouvertes sur le monde, et je crois que la conférence que vous avez tenue ce soir
montre bien l'ouverture d'esprit de l'abbaye et de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée, qu'on prononce entre nous l'IMAC, de l'Immaculée de Saint-Main-le-Grand, eh bien, c'est toujours, enfin, cette ouverture d'esprit fait aussi que, dans une certaine mesure, ces congrégations ont été aussi un facteur d'émancipation pour beaucoup de femmes bretonnes. Et je voulais le rappeler aussi parce que souvent, ce n'est pas tout à fait le premier, la première porte d'entrée, la première problématique d'analyse de ces milieux. Mais moi, je reste persuadé qu'il y a là aussi une forme d'émancipation et j'espère que nous en avons donné un pâle reflet, enfin un brillant reflet vous concernant, pâle me concernant, un pâle reflet pour la cause féminine ce soir. Il me reste à vous remercier, la plus de centaines de participants de ce soir. Il y en aura encore davantage à visionner l'enregistrement de cette soirée consacrée à Femmes en mouvement, dossier récent de la revue Esprit partenaire de l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer. Certaines ou certains d'entre vous souhaitent aider l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer. Il y a dans le lien que vous avez reçu ce soir pour participer à un petit bouton qui porte vers une cagnotte qui aide l'abbaye et qui aide l'abbaye à organiser justement ce programme de visioconférence. Donc j'ai un peu envie de dire à votre bon cœur et bien sûr avant qu'Anne conclue à son tour, eh bien, je ne peux qu'appeler aussi à vous abonner à la revue Esprit. Un grand ami de l'abbaye qui est Philippe Meyer nous dit souvent il faut lire les revues et je crois qu'on répète ça. Il faut lire les revues et la revue Esprit en premier. Voilà, Anne, si vous voulez conclure. Écoutez, je vous remercie vraiment tous de votre présence ce soir. C'était un plaisir pour nous d'inaugurer ce partenariat, même à distance. On espère vivement que la prochaine fois, autour d'un numéro dont nous ne savons pas encore sur quoi il portera, puisque voilà, notre réflexion est très ouverte, en particulier en ces temps si incertains, nous pourrons néanmoins réfléchir et échanger ensemble de visu dans ce très très bel endroit qu'est l'abbaye. Et donc voilà, je vous remercie tous de votre intérêt et je vous rappelle que vous pouvez commander ce numéro s'il vous a intéressé chez votre libraire ou sur notre site internet. Merci à tous. Merci.